Cette session 2017 de l'examen d'entrée à l'école des avocats, ou CRFPA, était très attendue. C'est en effet la première session d'examen post-réforme, et c'est l'occasion de vérifier si les attentes de la profession d'avocat, à l'origine de cette réforme, vont ou non être satisfaites. Est-ce que cet examen va devenir plus pratique, plus en phase avec les réalités du métier d'avocat? Ce qui compte avant tout, c'est de démontrer que vous avez l'étoffe d'une avocate ou d'un avocat. Ce qui compte, c'est de démontrer que vous savez raisonner, que vous savez argumenter, que vous savez de ce point de vue-là vous poser les bonnes questions, que vous savez évaluer, mettre en évidence et en balance, en reprenant la fameuse allégorie de la balance de la justice, les arguments susceptibles d'être développés par chaque partie, par le demandeur et par le défendeur, de façon à anticiper l'issue d'un éventuel procès, l'issue d'un éventuel contentieux. Et bien entendu, sur le plan méthodologique, il est indispensable, à la fin de votre raisonnement, de répondre clairement et aussi précisément que possible à la question ou aux questions posées dans le sujet. À l'image de la situation dans laquelle se trouve un client qui est a priori en droit d'attendre de la part de son avocat une réponse précise, aussi précise que possible, à la question qu'il a posée à celui à qui il confie la défense de ses intérêts. Quels étaient, en l'espèce, les objectifs à attendre et quelles étaient plus précisément les attentes du jury à l'égard des candidats? Au regard de la manière dont le sujet a été rédigé, il convient de relever que le jury nous dit la chose suivante: les secundus vous chargent d'une consultation sur les forces et faiblesses de leur dossier, désireux à la fois de bloquer le paiement du reliquat du prix de vente et se faire rembourser les sommes déjà versées en anéantissant ce contrat par tout moyen que vous trouverez. Ils entendent également résister à Immo Fisca, à laquelle ils n'ont pas encore réglé toutes les sommes qu'ils lui doivent. Il reste en effet 20 000 € à lui verser. Et qui vient de les assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nice. Ils veulent également mettre en jeu sa responsabilité, à l'exclusion toutefois de celle du notaire, qui est une relation de famille. Confronté à un tel sujet et à de telles questions, en tant que candidat, vous devez ainsi élaborer une véritable stratégie en tenant compte des objectifs poursuivis par les clients, en tenant compte de la procédure qui est actuellement en cours devant le tribunal de grande instance de Nice, dans le cadre de laquelle ils sont défendeurs, et en tenant compte ainsi des forces et des faiblesses de leur dossier, c'est-à-dire en anticipant les moyens susceptibles d'être opposés par la partie adverse. La stratégie doit ainsi être élaborée à l'égard, d'une part, de l'agence immobilière Immo Fisca, et d'autre part, à l'égard des époux primus, vendeurs de l'appartement litigieux. Cette stratégie doit être élaborée en tenant compte des objectifs des clients, qui sont donc, à l'égard des époux primus, obtenir l'anéantissement du contrat, dans le but très clairement de faire en sorte que la vente soit réputée ne jamais avoir eu lieu, ce qui leur permettrait donc de refuser de payer le solde du prix de vente, mais également de réclamer la restitution de ce qui a déjà été versé au titre du prix. À l'égard de l'agence immobilière Immo Fisca, leur objectif est très concrètement de se défendre dans le cadre de ce contentieux, et donc d'éviter à ce titre que les prétentions de l'agence immobilière à leur égard soient accueillies favorablement par le juge. Donc l'objectif de ce point de vue-là, c'est d'obtenir le rejet de l'action en paiement du solde de la commission, mais également, l'objectif des clients est double, agir en responsabilité contre l'agence. Et donc de ce point de vue-là, en ce qui concerne les demandes susceptibles d'être formulées auprès du juge, il faut comprendre qu'ils souhaitent obtenir une indemnisation de la part de l'agence immobilière Immo Fisca au travers de cette action en responsabilité. Une fois que vous avez identifié ces différentes problématiques, la question se pose de savoir, sur le plan méthodologique, dans quel ordre vous devez les aborder. Est-ce que vous devez vous contenter, de façon simple, de suivre l'ordre dans lequel elles se présentent dans l'énoncé, ou bien est-ce que pour des questions logiques, de cohérence, raisonnement, il y a lieu de les traiter dans un ordre différent? De ce point de vue-là, tout dépend de savoir si les problématiques sont totalement indépendantes, ou bien si au contraire, elles sont liées les unes par rapport aux autres. En l'espèce, il est permis de penser que l'issue du contentieux opposant actuellement l'agence immobilière Immo Fisca
au client, est susceptible d'être influencé par l'issue d'un éventuel contentieux à venir, opposant les clients, les époux secundus, en leur qualité d'acquéreurs, aux vendeurs de l'appartement, en l'occurrence les époux primus. Pourquoi ? Eh bien parce que, même si le sujet ne le précise pas expressément, il n'y a pas en effet de détails quant à la teneur des accords entre les parties à cet égard, c'est-à-dire entre les époux secundus qui ont accepté de payer la commission et l'agence immobilière Immofisca. La seule chose que l'on sait dans l'énoncé, c'est qu'un accord a été conclu à cet égard, mais on n'en connaît pas les détails. Mais pour autant, au regard de l'économie générale d'une telle opération, si l'on se réfère en quelque sorte à la pratique, aux usages, il est permis de penser que la commission cesse d'être due à partir du moment où la vente n'est pas finalisée ou est remise en cause, ce qui reviendrait de ce point de vue-là au même. Dès lors, si le contentieux opposant les acquéreurs aux vendeurs débouche sur l'anéantissement de la vente, et donc sur sa remise en cause, c'est susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du contentieux opposant l'agence immobilière au client. Parce que cela pourrait potentiellement leur permettre de refuser légitimement de payer le solde de la commission réclamée par l'agence immobilière. C'est la raison pour laquelle il semble opportun d'analyser en premier lieu le litige qui oppose, ou qui est susceptible d'opposer les acquéreurs aux vendeurs, avant d'en tirer les conséquences au travers de l'analyse du litige susceptible d'opposer, et même plus précisément en l'occurrence opposant, puisqu'une instance est en cours, l'agence immobilière Immofisca aux clients, en l'occurrence les époux secundus. Nous allons donc nous intéresser au litige opposant les époux primus aux époux secundus. En clair, peuvent-ils obtenir l'anéantissement de cette vente? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'exercer avec des chances de succès une action susceptible de déboucher sur ce résultat? Et donc de leur permettre de refuser de payer le solde du prix de vente et également de réclamer la restitution de ce qu'ils ont déjà payé. Il importe de relever que les rédacteurs du sujet n'ont pas souhaité donner de précision et donc en quelque sorte orienter les recherches des candidats. Ils ont adopté un terme générique, le terme d'anéantissement. Ils auraient pu parler de résolution, de résiliation, d'annulation, de caducité, que sais-je encore. Non. Ils ont employé le terme générique d'anéantissement, très clairement, et même si c'est de façon implicite, de façon à inciter les candidats à examiner les différentes actions susceptibles de façon théorique d'aboutir à ce résultat, l'anéantissement de la vente, en confrontant leurs conditions d'ouverture et leurs conditions de succès aux faits litigieux pour envisager celles qui sont susceptibles donc d'être exercées efficacement. Pour les besoins de cette analyse, il est fondamental de bien comprendre la genèse du litige et donc de bien comprendre d'où vient l'insatisfaction des clients qui sollicitent l'éclairage de l'avocat. En l'espèce, les époux secundus sont mécontents parce qu'ils avaient décidé d'acheter cet appartement litigieux dans l'optique d'une défiscalisation. Selon la rédaction de l'énoncé, ils ont acheté cet appartement afin de réaliser une opération de défiscalisation. C'est donc de ce point de vue-là un investissement pour eux. Malheureusement pour eux, les conditions légales d'une telle opération de défiscalisation n'étaient pas réunies en l'espèce. L'énoncé le dit très clairement, il n'y avait en fait pas droit, n'entrant pas dans le champ d'application des textes qui l'autorisent. Ils croyaient donc, à tort, pouvoir réaliser cette opération de défiscalisation. Mais la question se pose de savoir d'où vient cette croyance erronée. Pourquoi se sont-ils trompés? Elle vient manifestement des indications trompeuses de l'agence Immofisca qui leur a fait croire qu'ils pourraient défiscaliser en achetant cet appartement. Au regard des termes de l'énoncé, l'agence immobilière Immofisca leur a dit, à l'occasion du rendez-vous qui a eu lieu, mais elle leur a également remis une brochure relative à la défiscalisation escomptée. Et à la suite de la remise de cette brochure, les clients ont fini de se convaincre qu'ils pourraient donc réaliser cette opération de défiscalisation et ont donc ensuite consenti à acheter cet appartement. S'agissant du rôle joué par les vendeurs, les époux primus dans l'énoncé, il importe de relever qu'ils sont a priori demeurés passifs, ils ont simplement assisté au rendez-vous sans
participer à la discussion sans affirmer quoi que ce soit, et notamment sans affirmer qu'effectivement les acquéreurs pourraient défiscaliser comme ils l'entendaient. Donc de ce point de vue-là, ces différents éléments factuels que l'on devait relever, qui devaient être analysés, font apparaître que les époux secundus soit ont été trompés, soit à tout le moins se sont trompés, lorsqu'ils ont consenti à acheter l'appartement. Avant d'aller plus loin dans l'analyse, il est indispensable de déterminer les règles juridiques applicables. En effet, les candidats ont vocation à traiter ce sujet dans un contexte un peu particulier, parce qu'il n'y a pas que la réforme de l'examen d'entrée à l'école des avocats, il y a eu également, il y a peu, une réforme du droit des obligations. Et donc la question qui se pose à ce stade, c'est notamment celle de savoir si la réforme du droit des obligations, et notamment du droit des contrats, a vocation à s'appliquer en l'espèce, si donc le litige a vocation à être tranché au regard des dispositions issues de la réforme qui ont modifié les règles du Code civil, ou bien si ce sont les anciennes dispositions du Code civil, donc la loi ancienne, qui ont vocation à être appliquées dans le cadre de la résolution de ce litige. La réponse à cette question est relativement simple, mais cette étape du raisonnement ne doit pas être escamotée. La réponse doit être trouvée dans les dispositions transitoires de la réforme. À cet égard, il convient de relever que le contrat de vente litigieux a été conclu entre les parties courant 2017, on n'a pas plus de précision, mais on sait à tout le moins que le contrat a été conclu courant 2017, soit postérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme, conformément aux dispositions transitoires contenues notamment dans l'article 9, alinéa 1er de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Par conséquent, et il importe de construire un raisonnement sous la forme d'un syllogisme juridique, la réforme paraît bien applicable à ce litige contractuel. Pour rappel d'ailleurs, l'ordonnance portant réforme du droit des contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016, suite au dépôt d'un projet de loi de ratification à l'Assemblée nationale le 6 juillet 2016, soit avant la date butoir du 11 août 2016, qui était fixée par la loi d'habilitation, sous peine de caducité de l'ordonnance. On peut préciser que ce projet de loi a ensuite été retiré, puis redéposé au Sénat le 9 juin dernier. À ce jour, l'ordonnance n'a toujours pas été ratifiée, mais elle demeure pour autant en vigueur. En l'état, et donc sous l'empire de la réforme du droit des contrats, plusieurs pistes de réflexion peuvent a priori être explorées, sachant que, comme nous l'avons relevé, ce qui pose problème, c'est que les acquéreurs se sont trompés, et on peut donc de ce point de vue-là envisager de raisonner sur le fondement des vices du consentement, en se posant la question de savoir si leur consentement n'a pas été vicié, au regard des dispositions du nouvel article 1131 du Code civil, précisant que les vices du consentement peuvent constituer une cause de nullité du contrat. De ce point de vue-là, je vous propose d'envisager les chances de succès d'une éventuelle action en annulation du contrat fondée sur le dol, d'une part, avant d'analyser, d'autre part, les chances de succès d'une éventuelle action en annulation du contrat fondée sur l'erreur. Dans les deux cas, il s'agit bien entendu d'une action susceptible d'être exercée par les époux secundus en leur qualité d'acquéreurs, à l'encontre, à tout le moins, des époux primus en leur qualité de vendeurs. Cette action en annulation du contrat pourrait donc être potentiellement fondée sur le dol. Mais de quoi parle-t-on en l'occurrence? Ce que l'on sait, on l'a dit, c'est que l'on ne peut pas a priori reprocher aux époux primus d'avoir cherché délibérément à tromper les acquéreurs, les époux secundus. Seule l'agence immobilière Immofisca semble être à l'origine de cette erreur. Et donc la question se pose de savoir si le comportement qui a été adopté en l'espèce par l'agence immobilière peut être invoqué au soutien de cette action. Conformément au nouvel article 1138 du Code civil, le dol peut émaner d'un tiers représentant un co-contractant, représentant l'une des parties au contrat, sachant que l'on peut également avoir à l'esprit que la jurisprudence antérieure, qui paraît dans une certaine mesure transposable, admettait également qu'il puisse s'agir d'un mandataire apparent et que donc de ce point de vue-là, le dol puisse émaner d'un mandataire apparent. Donc de ce point de vue-là, le droit en vigueur semble permettre aux acquéreurs de se prévaloir du comportement ainsi adopté par l'agence immobilière. Sachant que, sur le plan factuel,
il résulte des termes de l'énoncé que l'agence immobilière s'est vue conférer une mission par les vendeurs, par les propriétaires de l'appartement, et qu'ils ont donc, de ce point de vue-là, agi, a priori, en qualité de mandataire de ces derniers, en agissant en qualité d'agent immobilier. Mais, selon le nouvel article 1137 du Code civil, et là encore conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme, qui paraît dans une certaine mesure transposable, le dol ne peut être caractérisé que si et seulement si ces deux éléments constitutifs, l'élément matériel d'une part et l'élément intentionnel d'autre part, sont réunis. Et si la preuve de leur réunion est rapportée par le demandeur à l'action. Il faut donc, en l'occurrence, notamment démontrer qu'il y a eu des manœuvres, par exemple des mensonges, des tromperies, mais également que ces manœuvres ont été accomplies dans le but de tromper l'autre partie, dans le but de provoquer son consentement. Et c'est là où cela peut poser difficulté en l'espèce. Parce que si l'on peut admettre que les éléments de l'énoncé soient susceptibles de conduire un juge à considérer qu'il y a bien peut-être un élément matériel constitutif du dol au travers des informations erronées qui ont été, a priori de façon indiscutable, divulguées par l'agence immobilière Immofisca à l'occasion du rendez-vous, voire peut-être même également au travers des mentions qui semblent figurer dans la brochure qui a été remise aux époux secundus, l'énoncé ne contient pas d'éléments permettant de démontrer que l'agence immobilière Immofisca a délibérément cherché à tromper les acquéreurs. C'est-à-dire qu'il semble délicat de démontrer et de convaincre les juges que l'agence immobilière savait délibérément que les conditions de l'opération de fiscalisation n'étaient pas réunies et qu'elle a tout de même dit le contraire aux acquéreurs afin de les inciter à conclure le contrat de vente et donc à acheter l'appartement litigieux. Et d'ailleurs, si l'on se projette dans la perspective d'un éventuel procès, il y a tout lieu de penser que l'agence immobilière pourrait se défendre en soutenant tout simplement qu'elle a agi de bonne foi, la bonne foi se présume en droit français, et que, à supposer qu'elle ait commis une erreur, ce qui semble être le cas en l'occurrence, il s'agit d'une erreur commise de bonne foi, sans aucune intention délibérée de tromper qui que ce soit. C'est pourquoi, à tout le moins au regard de ce qui vient d'être rapidement relevé, les chances de succès d'une éventuelle action en annulation du contrat de vente fondé sur le dol paraissent assez faibles, si ce n'est incertaines, au regard, donc, des éléments de l'énoncé. Si cette action en annulation fondée sur le dol présente donc de faibles chances de succès, qu'en est-il de l'éventuelle action susceptible d'être exercée sur le fondement de l'erreur? Nous l'avons dit précédemment, ce qui pose problème en l'occurrence, c'est que les époux secundus ont acheté cet appartement en pensant qu'ils pourraient défiscaliser. Ils l'ont acheté pour défiscaliser. Or, ils se sont trompés. De ce point de vue-là, on est a priori en présence d'une erreur sur les motifs. Or, selon le nouvel article 1135 du Code civil, l'erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due, n'est pas une cause de nullité, à moins que les parties n'en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement. En l'absence de définition légale de la notion de motif, on peut se référer à la jurisprudence qui assimile à un tel motif, par exemple, la recherche d'un avantage fiscal. Il y a de la jurisprudence à cet égard. Et il a notamment été jugé qu'un acheteur ne peut pas, en principe et en soi, invoquer une telle erreur vice du consentement en soutenant qu'il n'aurait pas acheté le bien objet de la vente s'il avait été informé qu'il ne pourrait pas bénéficier des avantages fiscaux qu'il espérait retirer de l'opération, et ce, nonobstant le fait qu'il s'agissait du but de son acquisition, c'est-à-dire nonobstant le fait qu'il ait acheté uniquement dans cette perspective. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas un argument qui est en soi admissible. Il peut en aller différemment si et seulement si ce motif, donc en l'occurrence la défiscalisation, est entré dans le champ contractuel. C'est-à-dire si les parties l'ont expressément envisagé comme un élément déterminant de leur consentement. Ceci ne pourra en principe être prouvé en cas de contestation
que par écrit, soit au travers d'une stipulation du contrat en soi, soit au travers d'un autre écrit, et ce, conformément aux règles probatoires applicables en pareille matière, et notamment conformément au nouvel article 1359 du Code civil. Or, en l'espèce, l'énoncé nous apprend que malheureusement pour les clients, le contrat est muet sur ce point. Le contrat de vente ne contient aucune stipulation expresse relative à cette opération de défiscalisation escomptée par les acquéreurs. Toutefois, la brochure de l'agence a apparemment été annexée à l'acte de vente, sachant qu'elle fait référence, nous dit-on dans l'énoncé, à l'opération de défiscalisation. En se fondant sur cet élément, les époux secundus pourraient tenter de convaincre un juge que la défiscalisation était bien un motif déterminant de leur consentement, qu'il était bien entré dans le champ contractuel, et que ceci résulte justement du fait que la brochure a été annexée à l'acte de vente. Qu'est-ce qui conduisait les parties à annexer cette brochure à l'acte de vente, si ce n'est justement pour faire entrer cette opération de défiscalisation dans le champ contractuel? C'est un argument qui pourrait tout à fait prospérer, c'est un argument qui pourrait, a priori, être accueilli favorablement par un juge, mais ce n'est pas certain. La discussion risque d'être âpre, et on peut tout à fait imaginer que cette preuve ne soit pas jugée suffisante, mais il peut en être différemment, et les juges peuvent tout à fait estimer, peut-être que l'on pourrait considérer que les probabilités que cet argument soit accueilli soient en l'espèce plus élevées que les probabilités que cet argument soit écarté, en l'espèce. Mais en tout cas, les chances de succès de cette action paraissent difficiles à évaluer, il faut donc être prudent. Sous cette réserve, les époux primus, en leur qualité de vendeurs, pourraient peut-être tenter de se défendre pour éviter l'anéantissement de la vente, en soutenant que cette erreur, à supposer qu'elle soit susceptible d'être prise en compte, doit être écartée parce qu'elle présente, à y regarder de près, un caractère inexcusable. Les époux primus pourraient en effet tenter de soutenir qu'il suffisait en réalité pour les acquéreurs de se renseigner, d'être un minimum diligent, prudent, d'opérer des vérifications, d'aller consulter un professionnel, par exemple un avocat fiscaliste, pour éviter de commettre cette erreur et pour se rendre compte qu'en réalité, ils ne remplissaient pas les conditions posées par la loi pour obtenir les bénéfices d'une telle défiscalisation. Mais cet argument pourrait être contré par les époux secundus qui pourraient répliquer que, conformément à la jurisprudence relative à l'erreur sur un motif déterminant, cette erreur doit être prise en compte sans considération de son caractère excusable ou non. Parce que ce qui compte, c'est qu'en réalité, cette erreur est telle qu'elle fait littéralement obstacle à la rencontre des volontés. Et ça, c'est une argumentation qui, au regard du droit positif, pourrait tout à fait prospérer. Et au regard de ce qui précède, en tenant compte de l'ensemble de ces paramètres, il est permis de penser que l'action en annulation fondée sur l'erreur, sur un motif déterminant, présente bel et bien des chances de succès réelles. Difficile à évaluer, certes, il faut être là encore prudent, mais réel. Est-ce que l'analyse doit s'achever ici? Non. Non, parce que l'énoncé contient d'autres éléments qui doivent, a priori, être analysés et qui devaient être identifiés par les candidats. En effet, il est également précisé dans l'énoncé que le prix de vente a été déterminé d'une façon quelque peu particulière. Et la question se pose de savoir si les époux secundus ne pourraient pas en tirer des conséquences et ne pourraient pas en tirer argument au soutien d'une éventuelle action aux fins d'anéantissement du contrat. C'est ce que nous allons voir maintenant, s'agissant de l'analyse et de l'évaluation des chances de succès d'une éventuelle action en annulation du contrat de vente fondée sur l'indétermination du prix. En effet, en l'espèce, il y a lieu de relever que le prix de vente n'est pas déterminé de façon classique. Pas tous les jours qu'un contrat de vente portant sur un bien immobilier est ainsi rédigé, car en l'occurrence, une partie du prix de vente peut varier en fonction de l'évolution du marché immobilier local.
De ce point de vue-là, les époux secundus pourraient être tentés d'invoquer la nullité du contrat de vente pour indétermination du prix, en se fondant sur le nouvel article 1163 du Code civil, en demeurant ainsi dans le strict champ du droit commun des obligations, donc en respectant a priori les limites du programme, et sans rentrer, de ce point de vue, dans le champ du droit des contrats spéciaux, et notamment dans le champ du droit de la vente, parce que l'on pourrait aussi envisager de raisonner au regard de l'article 1591 du Code civil, notamment. Mais les époux primus pourraient objecter de leur côté qu'en vertu de ce nouvel article 1163 du Code civil, le contrat demeure valable si le prix est à tout le moins déterminable. Ils pourraient ainsi soutenir qu'en l'espèce, ces conditions sont satisfaites parce que le prix est bien déterminable objectivement, sans possibilité pour eux d'influer a posteriori sur sa fixation. Puisque le contrat ne prévoit pas la possibilité pour les vendeurs de déterminer de façon unilatérale le prix. Non. Le contrat de vente prévoit une variation entre un prix minimum, un prix plancher, et un prix maximum, un prix plafond, ce qui est de ce point de vue-là d'ailleurs assez sécurisant pour les acquéreurs, variation qui pourra avoir lieu en fonction de l'évolution du marché immobilier local. Au regard de ces éléments, la validité du contrat de vente peut paraître discutable. Mais les juges pourraient rejeter ce moyen de nullité s'ils considèrent que le prix de vente est suffisamment déterminable. Là encore, l'issue d'un éventuel contentieux apparaît quelque peu incertaine, et c'est souvent le cas en pratique. Il est rare que l'on se retrouve confronté à un cas d'école où la solution peut apparaître évidente. C'est souvent l'occasion d'un débat plus ou moins âpre entre les parties. De ce point de vue-là, le sujet apparaît très réaliste, et il conviendra de rentrer dans les détails, d'examiner plus précisément les pièces du dossier, ce que le sujet, pour respecter sans doute le temps imparti dans cette épreuve, ne dit pas. Mais au regard des éléments de l'énoncé, voilà les conclusions auxquelles on peut a priori aboutir. Et justement dans l'hypothèse où les juges accueilleraient favorablement les arguments que l'on vient d'évoquer, susceptibles d'être développés par les époux secundus, cela pourrait aboutir à l'annulation du contrat de vente, avec un effet rétroactif, ce qui de ce point de vue-là apparaît tout à fait pertinent et en adéquation avec les objectifs poursuivis par les clients. Puisqu'ils souhaitent non seulement pouvoir refuser légitimement de payer le solde du prix, mais également réclamer le remboursement de ce qu'ils ont déjà versé. Et cet anéantissement rétroactif au travers de l'annulation du contrat pourrait potentiellement leur permettre d'atteindre cet objectif. Voilà les conclusions auxquelles on peut aboutir dans le cadre de l'analyse des rapports entre les vendeurs et les acquéreurs, entre les époux primus et les époux secundus en l'espèce. Mais les conclusions auxquelles nous pouvons parvenir ne sont pas sans conséquences sur l'issue potentielle du contentieux actuellement en cours et qui oppose l'agence immobilière Immofisca aux époux secundus devant le tribunal de grande instance de Nice. Conséquence qu'il y a lieu d'aborder dans une seconde partie.